société, et a fortiori dans toute société démocratique, il est important que le justiciable puisse avoir la conviction, pour ne pas dire la certitude, d'être jugé par un juge qui n'aurait pas d'a priori à son encontre. Alors, une fois que ce principe est rappelé, il y a deux textes fondamentaux sur lesquels il faut revenir. Le premier, c'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui rappelle le droit d'avoir un juge impartial pour être jugé, mais également l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de sa rédaction de la loi de 2000 sur la présomption d'innocence. Mais une fois qu'on a rappelé ce double fondement textuel, le vrai débat commence réellement, et il s'agit de savoir quel contenu on donne à cette obligation, avec une distinction qui s'est construite progressivement, en passant d'une impartialité subjective qui consistait à ce que le juge n'ait pas dans son fort intérieur d'a priori à l'encontre de la personne qui va être jugée devant lui, à une impartialité objective qui vise à s'assurer que même dans les apparences, le justiciable ne va pas avoir de doute sur le fait que celui qui va être son juge peut avoir, à raison de sa situation de manière générale, un a priori à son encontre. Cette affaire est importante parce que c'est une décision relativement rare en termes de récusation. Il faut dire que la situation était tout à fait particulière puisque l'un des conseillers de la Cour d'appel de Toulouse était vice-président d'une association de défense de victimes et que pendant le cours du procès, cette association de défense des victimes a passé une convention avec une autre association qui était elle-même partie civile. Alors, ce qui me paraît le plus important dans cette affaire, c'est de noter que dès le départ, le magistrat concerné avait identifié la difficulté, puisqu'il avait saisi le président de la Chambre ainsi que le premier président, mais le premier président avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à ce que ce magistrat se déporte. Et la décision de la Cour de cassation vient en fait valider ce qui était l'approche première du conseiller en disant il y a une atteinte objective en termes d'apparence à l'impartialité, notamment dans la mesure où un certain nombre de prévenus avaient été relaxés en première instance et ont été condamnés en appel. Pour traiter de l'impartialité des juges, il y a en fait deux façons de traiter le problème, soit a posteriori, soit a priori. On s'aperçoit aujourd'hui que dans une situation où le magistrat est de plus en plus exposé, souvent d'ailleurs de son fait parce qu'il est un citoyen comme les autres, dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour des engagements politiques, syndicalistes, associatifs, eh bien il a besoin de savoir et de traiter en amont des difficultés de cette nature. On s'aperçoit que pour régler cette question, il dispose en fait de très peu d'outils. On a eu en 2010 un recueil des obligations déontologiques qui a été publié par le SASM, mais lorsqu'on regarde de manière attentive ce recueil, on s'aperçoit qu'on est plus sur un rappel d'obligations ou de droits, mais qui n'apporte en fait que peu de solutions pratiques. Or, je pense qu'un des moyens d'appliquer ce principe de précaution dans l'intérêt des magistrats, de la justice et des justiciables, c'est peut-être que le Conseil supérieur de la magistrature établisse une sorte de guide de référence, indicatif bien évidemment, mais qui permette aux magistrats d'essayer de se repérer et de mieux traiter en amont cette question. C'est d'ailleurs ce qu'avait plus ou moins fait le magistrat concerné. Je crois que l'autre question qui est également en débat, c'est qu'il faut que la hiérarchie judiciaire considère que ce type de déport lorsqu'il y a une difficulté, eh bien ça fait partie d'un fonctionnement normal de la justice et ça n'est en rien une atteinte à son honneur ou à son autorité.